Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Certains mystères traversent les années et deviennent de véritables légendes où se mêlent réel et merveilleux. C'est un peu une fable que va nous raconter Yves Lignon, mais une fable sans morale à la fin, à moins bien sûr que vous y apportiez la vôtre. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors nous sommes dans un endroit de plus en plus populaire. L'histoire date de la fin du 19e siècle. Oui, et nous sommes dans un petit village de notre Grand Sud, un petit village de l'Aude, à une cinquantaine de kilomètres plein sud de Carcassonne, en haut d'un piton, oui, au sein d'une micro-région qui s'appelle le comté du Razès. Et ce village qui est connu dans le monde entier. Moi, j'y ai vu des voitures immatriculées en Pologne. D'autres y ont vu une équipe de télévision japonaise avec le célèbre acteur et cinéaste Takeshi Kitano. Lui, des Américains, des Australiens sont venus dans ce village qui s'appelle Rennes-le-Château. Parce qu'à Rennes-le-Château, 91 habitants aujourd'hui, 300 à l'époque où s'est déroulée l'histoire que nous allons raconter, eh bien, il y a eu, comme vous le disiez Emmanuel, à partir de la fin du 19e siècle, et jusqu'en 1917, date de sa mort, etc., un prêtre pas comme les autres. Ouais. Et derrière ce prêtre, il y a une histoire qui est peut-être seulement celle d'un aventurier, oui, d'un curé qui avait du tempérament, oui, et qui est peut-être bien autre chose. Il y a une histoire qui peut remettre en cause les fondements de l'Église catholique. Et cette histoire, pourquoi est-elle connue dans le monde entier ? Parce que l'aventure de notre curé de campagne a servi pour écrire un roman qui s'appelle le Da Vinci Code. Vous allez me dire, Emmanuel, j'ai lu le Da Vinci Code, comme tout le monde. Au cinéma, oui. Bon, au cinéma, bon. J'ai vu le Da Vinci Code comme tout le monde, au cinéma. Très bien, je vous l'accorde. Oui. Et nullement, je n'ai entendu parler de Rennes-le-Château dans le Da Vinci Code. C'est vrai. Quelle erreur. Tous les clins d'œil de l'auteur. D'abord, au début, comment se nomme le personnage qui est assassiné dans les premières pages du roman, ou dans les premières séquences du film. Comment se nomme-t-il ? Qui est conservateur au musée du Louvre. Ouais. Il s'appelle Saunière. Ah oui. Quel est le nom du prêtre ? Saunière. Béranger Saunière, exactement. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et ce clin d'œil de Dan Brown n'est que l'un des clins d'œil qu'on peut trouver dans le Da Vinci Code. Un clin d'œil visible ou moins visible. Au point que tous les auteurs de livres pour commenter le Da Vinci Code ont éprouvé le besoin de placer au début de leur bouquin à eux un chapitre pour raconter l'histoire de Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château. Cette histoire, je vais vous la raconter aujourd'hui, oui, mais demain on se retrouve. Parce qu'encore une fois, derrière l'histoire, il y a des secrets peut-être, il y a des mystères. Et si nous devons planter le décor, ensuite il faudra bien que le drame se déroule, que les acteurs entrent en scène, et que nous nous demandons, mais qu'est-ce que savait Béranger Saunière ? Qu'a-t-il fait exactement au-delà des apparences ? Alors donc vous avez bien compris, on va enfin savoir déjà l'histoire de l'abbé Saunière, donc dans un instant, la suite de Rennes-le-Château et des clés du mystère. Aujourd'hui, dans les clés du mystère, l'histoire d'un prêtre pas comme les autres qui a suscité la polémique, qui a engendré nombre de rumeurs, c'est l'abbé Saunière, Béranger Saunière. Nous sommes à Rennes-le-Château, Yves Lignon. Où Béranger Saunière arrive, disons, au début de l'été 1885. Et c'est un premier problème auquel nous allons être confrontés, Emmanuel. Oui. Béranger Saunière, c'était un curé de campagne. Ce n'était pas Napoléon Bonaparte ou Louis XIV. Ce qui veut dire que ses faits et gestes n'ont pu être reconstitués que bien après sa mort, avec des témoignages plus ou moins solides, des souvenirs de personnes âgées. Donc nous serons souvent imprécis sur les dates. Mais par contre, les faits, eux,
sont authentiques. Là, si on n'est pas sûr que telle chose se soit produite à 1 an ou 2 près, on est bien certain qu'elle a eu lieu, parce que les gens sont là, ou ont été là pendant longtemps pour en parler. Donc il arrive à Rennes-le-Château au début de l'été 1885. Il est nommé dans ce village. Il a 33 ans. Il est relativement jeune. Il est sorti du séminaire il n'y a pas si longtemps. Il a occupé juste 2 postes. Et a priori, il doit être content. Parce que Rennes-le-Château n'est pas très éloigné de son village natal, Montazel, où vit encore le reste de sa famille, des sœurs notamment. Mais s'il est content quand il apprend que l'évêque le nomme à Rennes-le-Château, il n'est peut-être pas content quand, après avoir gravi à pied la colline, oui, il faut grimper, avec ses galoches, c'est un grand costaud. C'est un homme fort. C'est un homme, comme on dit en occitan, qui se porte bien. Oui, un bel homme. Qui a du en plus, mais qui a du tempérament, qui est un peu sanguin. Donc, il doit avoir chaud parce qu'il est arrivé peut-être fin juin, début juillet. On a la date de sa nomination par l'évêque, mais pas la date, si vous voulez, de sa prise de fonction. Ben, ce qu'il découvre, c'est une église en ruine et un presbytère tout aussi en ruine que l'église. Et lui-même, il n'a pas grand-chose. À l'époque, les prêtres sont payés par l'État. Donc, il a un traitement de petit fonctionnaire. Oui. Et donc, imaginez, après, il pouvait penser que c'était une promotion. Son premier poste, il était seulement vicaire. Le second poste, il était curé au fin fond de la montagne. Oui. Là, le 3e poste, il pouvait se dire, je vais vraiment être curé, avec une vraie paroisse. 300 habitants, ça commence à compter. Et qu'est-ce qu'il découvre? Le presbytère est en si mauvais état que lui, Béranger Saunière, doit loger chez une de ses paroissiennes. Mais enfin, il s'installe, il passe l'été en vivant de briques et de brocs. Et à l'automne, se produit un incident qui montre à quel point il a du caractère. C'était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, Béranger Saunière, qui savait ce qu'il voulait. Et donc, il y a des élections générales en France, comme on dit, des élections législatives. Et il fait un sermon dont nous dirions à l'heure actuelle qu'il prend franchement parti pour l'opposition. D'accord. Ça le regarde. Oui. Enfin, il ne faut pas oublier que avant 1900, avant la séparation de l'Église et de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, les prêtres étaient payés par l'État. Donc, le ministre des cultes, qui lui n'est pas dans l'opposition, puisqu'il est ministre. Ouais, il voit ça d'un mauvais œil. Il n'apprécie pas ça particulièrement. Ouais. Et donc, Béranger Saunière se voit saqué, comme si c'était un percepteur ou un conservateur des hypothèques. Donc, on le prive de traitement. Et pour qu'il puisse quand même manger, pendant quelque temps, l'évêque le nomme professeur au petit séminaire. Et puis, les choses se tassent quelques mois. Et alors, en 1886, le ministre a pardonné et Béranger Saunière revient à Rennes-le-Château. C'est là, si vous voulez, qu'il s'installe pour de bon, qu'il va devoir prendre ses problèmes billes en tête, parce que pendant son absence, l'église et le presbytère ne se sont pas réparés tout seuls. Oui, bien sûr. Il va devoir prendre les problèmes billes en tête. Et il va s'y attaquer. Il va vraiment, c'est très important de le noter, se comporter comme un bon prêtre, comme un vrai prêtre. Avait-il la foi, ne l'avait-il pas? C'est autre chose, mais il va bien faire le boulot de prêtre. Et donc, c'est-à-dire écouter les fidèles. Écouter les fidèles, et puis d'abord commencer par retaper l'église. Première chose, la maison de Dieu. Et donc, il se met au travail, et il va rester tout le reste de son existence à Rennes-le-Château, jusqu'à ce jour de janvier 1917, où il y mourra. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère. Sur Sud Radio. Béranger Saunière, 33 ans. Nous sommes en 1886. Nous sommes à Rennes-le-Château, dans l'Aude. Rennes-le-Château, 300 habitants à l'époque. L'abbé Saunière, donc, arrive dans ce village où l'église est en ruine, tout comme le presbytère. C'est un bon prêtre. Il a bien l'intention, évidemment, de retaper un petit peu cette église. Et là, que va-t-il se passer, Yves Lignon? D'abord, il a déjà un peu d'argent. Il a déjà un peu d'argent qui lui a été donné par la comtesse de Chambord, qui était la veuve du dernier prétendant au royaume de France.
Et donc évidemment, comme il avait été sanctionné pour avoir fait un serment au profit de l'opposition, c'est-à-dire des royalistes, la comtesse de Chambord le soutenait. Donc il a 3000 francs or de l'époque. C'est une somme, oui, c'est une somme intéressante. Il n'y a pas de quoi partir aux Amériques. Mais en tout cas, et j'y insiste beaucoup, et j'y insisterai beaucoup, comme je disais tout à l'heure, il fait bien le boulot de curé. Donc les 3000 francs or sont investis dans la restauration de l'église. Il est temps de s'y mettre. Un enquêteur envoyé par l'évêque quelques dizaines d'années auparavant avait dit qu'il fallait la raser, tellement elle était en mauvais état. Donc, mais la raser, la reconstruire, c'était pas possible. Donc, Béranger, physiquement, investit la somme dont il a bénéficié et se met au travail. Et puis, il mobilise les habitants du village, parce que la main-d'œuvre, comme ça, est moins chère. Et donc, il fouille dans l'église, et c'est là qu'il va faire des découvertes. Alors, ce dont nous sommes certains, c'est qu'il a bien découvert des choses. Que ça s'est passé probablement entre 1887 et 1891. Ce que nous ne savons pas exactement, c'est ce qu'il a découvert. Et alors ça, ce serait très important d'être fixé sur ce point. Vous allez voir pourquoi. Bon, alors, on commence par l'à peu près sûr. Donc, il y a une dalle dans l'église qu'on appelle la dalle des chevaliers parce qu'elle porte gravée, semble-t-il, la représentation d'un chevalier. Il la soulève. Et là, il est probable que sous cette dalle, il a trouvé des monnaies anciennes et des bijoux et des objets religieux. Qui auraient appartenu, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas à qui ils auraient appartenu, mais disons qu'ils auraient probablement pu être cachés là par l'abbé Bigoud, qui était son prédécesseur au moment de la Révolution française, au moment où on fichait tout en l'air. Donc, il trouve cela. Ça tombe bien, on va dire. Mais l'autel est en aussi bon état que le reste de l'église. C'est-à-dire moyen. Oui, moyen et même pire. Donc, on décide de le changer et l'ancien autel repose sur, semble-t-il, un pilier. Quel est ce pilier ? Est-ce qu'il s'agit d'un pilier visigothique ? Ou bien est-ce que le Béranger Saunière s'est contenté de récupérer dans un autre coin de l'église un balustre en bois, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble beaucoup à un pilier, si vous voulez, à un pilier de moyenne, même de faible hauteur. Est-ce qu'il a trouvé le balustre ? Est-ce qu'il a trouvé le pilier ? Le pilier, on en est certain, parce qu'il s'en est servi, on le voit dans le jardin devant l'église, de socle pour une statue de la Sainte Vierge. Mais le balustre. Et puis de toute façon, quoi qu'il ait trouvé, un pilier ou un balustre, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Alors, est-ce qu'il s'agissait d'ossements, peut-être d'un petit document religieux datant de la consécration de l'Église ? Est-ce qu'il s'agissait de parchemins ? De parchemins à décrypter. Là, nous avons deux voies devant nous qui s'ouvrent, mais il va nous être difficile de dire laquelle il faudrait prendre pour connaître la suite de l'histoire de Béranger Saunière. Alors, je vais vous donner à peu près les deux versions. Nous sommes à Rennes-le-Château cet après-midi avec Yves Lignon dans Les Clés du Mystère pour cette histoire incroyable de l'abbé Saunière qui était donc un prêtre qui arrive en 1886 à Rennes-le-Château dans l'Hérault et puis entre 1887 et 1891 il entreprend des travaux dans cette église qui est totalement délabrée. Sous une dalle il trouve des pièces d'or, des objets religieux, des bijoux qui auraient pu avoir été cachés au moment de la Révolution française et puis il y a aussi le pilier qui soutenait l'autel, pilier dans lequel il aurait pu trouver des parchemins ou bien des objets, des documents religieux. Alors là, nous sommes, comme je disais tout à l'heure, à un carrefour. Où il a trouvé des parchemins, où il n'en a pas trouvé. Alors prenons les deux voies l'une après l'autre. Puis nous verrons bien si elles se rejoignent au bout d'un moment. S'il a trouvé des parchemins, il a tenté de les décrypter, parce que les textes étaient codés. Il a demandé l'appui de l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Billard, lequel, en voyant les parchemins, a jugé de leur importance. Et donc aurait envoyé Béranger Saunière à Paris pour les faire décrypter par des savants théologiens de la paroisse de Saint-Sulpice.
Et à Paris, Béranger Saunière aurait pris contact avec des sociétés secrètes, avec des milieux occultistes. Et puis il serait revenu, après avoir fait son affaire, il serait revenu à Rennes-le-Château. Que ramenait-il ? On prétend qu'il a rapporté une reproduction du célèbre tableau de Nicolas Poussin, Les Bergers d'Arcadie. Ce tableau est un des mystères de Rennes-le-Château. Nous en parlerons demain. Donc, s'il a trouvé les parchemins, voilà le cheminement. Il essaie de les décrypter, n'y parvient pas, demande l'aide de l'évêque. L'évêque l'envoie à Paris auprès de spécialistes. Et à Paris, Béranger Saunière rencontre des gens habituellement discrets. Au bout d'un moment, il revient à Rennes-le-Château. Que ramène-t-il ? Les parchemins décryptés. Et qui a-t-il sur le texte alors ? Que lui a-t-on dit ? A-t-il été initié dans des sociétés secrètes ? Voilà toutes les questions qui accompagnent ce voyage à Paris, mais ce voyage est hypothétique. Et s'il n'a pas trouvé les parchemins, il a continué à restaurer l'église. En 1891, les choses étaient bien avancées. Il a organisé une belle cérémonie en faisant venir l'évêque. Et puis, la restauration complète a été terminée vers 1896-1897. La dernière partie de la restauration, il est très probable que Béranger Saunière a commencé à la financer par des trafics d'honoraires de messe. C'est-à-dire que il écrivait, il a mis très progressivement en place tout un système en écrivant dans toute la France, je peux dire des messes aux intentions de vos défunts pour célébrer l'anniversaire de mariage, ce que font tous les prêtres. Oui, mais vous me versez des honoraires. Oui, mais c'est pas aussi comme ça qu'ils font tous les prêtres ? Oui, mais là, le système Saunière était bien rodé. C'était une pompe à finances littérale. Oh, d'accord. Et donc, il est tout à fait possible que ce système se soit mis en place vers 1895-97 et servi à terminer les travaux de l'église. Et par travaux de l'église, on entend non seulement la restauration, nous en parlerons demain, des mystères de l'église. Quand on rentre dans l'église, qu'est-ce qu'on voit ? Parce qu'il y a des choses très étranges. Mais l'environnement aussi, un jardin devant le porche d'entrée, donc avec la statue de la Vierge, un grand crucifix, etc. Tout ça, ça fait partie du lot. Et donc, en 1897, c'est véritablement terminé, mais peut-être bien qu'une pompe à finances s'est amorcée. Et en plus, si Saunière est vraiment allé à Paris, il détient à ce moment-là une information, disons, qu'il ne possédait pas en 1885. Sud Radio, les clés du mystère. Ça fait 11 ans que l'abbé Saunière est arrivé à Rennes-le-Château. Maintenant, l'église, le presbytère, les jardins, etc. Enfin, l'église surtout est toute restaurée, tout est nickel. Il faut dire que l'abbé Saunière, Yves Lignon, il a quand même un rapport un peu particulier à l'argent. Il a quand même un rapport un peu particulier à l'argent. Il aurait pu faire du commerce, ce garçon. Certainement, et du commerce à la limite de la morale commerciale. D'accord. Cependant, c'est un bon prêtre. Oui, il fait bien son travail de prêtre. Oui. Et il avait d'ailleurs d'autres petits trafics. Vous voyez, par exemple, non loin de Rennes-le-Château, il y a Rennes-les-Bains, qui est une station thermale. Et les curistes venaient faire un peu de tourisme à Rennes-le-Château. Béranger Saunière leur vendait des cartes postales. Ah oui, voilà, oui, non, c'est bien. Oui. Une recherche récente a montré aussi qu'il faisait le grossiste en vin de messe à l'intention de ses confrères. Non, c'est bon, ça. Vous voyez, donc il y avait tout un tas de petites affaires. Mais en tout cas, c'était pour restaurer l'église. Oui. Mais parmi ces affaires, il y avait le trafic d'honoraires de messe qui, lui, est vraiment totalement immoral au point de vue de l'église, quoi. C'est du trafic d'intention. Oui. C'est inimaginable. Parce que les messes, c'est pas tout de solliciter des honoraires, mais il faut les dire. Oui. Ah, mais il les disait pas. Dites, s'il en recevait 300 par jour. Ah, d'accord, ça change tout. On est sûr et certain que le facteur montait avec un sac rempli de petits mandats. Oh mon Dieu. On a retrouvé une postière à Couisa dans la vallée qui s'en souvenait. Oh, c'est horrible. Alors, bien entendu, ce n'est pas... D'accord, mais je croyais qu'il prenait l'argent et qu'il disait les messes. Mais quel grand naïf. Mais bien sûr. Mais non, comment vouliez-vous qu'il les dise à ma connaissance, des gens
déjà à l'époque, les journées n'avaient que 24 heures. Ah, bon, c'est donc ça. Bon. Donc, il ne les disait pas. Ouais. Alors, tout ça, ça va pas très bien. Et puis, en plus, vers la période qui précède la fin des travaux, donc vers 1895, dans le village, on commence à en avoir un peu ras-le-bol du curé. On trouve qu'il a de drôles de manières. De mœurs? Non, pas vraiment de mœurs, certes. Il y a une jeune fille qui s'appelle Marie Desnarnaud, qui s'est installée avec elle, qui est la bonne du curé. Avec lui, oui. Dont on dira qu'elle est peut-être sa maîtresse. Et elle a plutôt été sa complice dans le sens le plus joli du terme. D'accord. Bon, Deux êtres qui se comprenaient parfaitement. En tout cas, elle était là, ça fait déjà jaser. Puis ensuite, justement, avec Marie, le voilà qui part toutes les après-midi dans les collines aux alentours, qui revient avec des hôtes pleines de cailloux. Pourquoi faire? Bon, ça, on peut dire un peu le curé est un peu fêlé dans le village. Oui. Mais où on s'énerve un peu, c'est quand le curé passe ses nuits dans le cimetière. Avec Marie qui tient la lanterne, et pas au figuré, au propre, et le curé fouille. Mais qu'est-ce qu'il fait donc dans le cimetière toutes les nuits? Il est là. Quand il fait très noir, il n'y a pas l'éclairage public au cimetière de Rennes-le-Château. Il arrive avec la pioche dans le petit cimetière et il creuse. Qu'est-ce qu'il cherche donc? Le trésor? Ou les suites du trésor? Parce qu'on sait quand même, y compris par ses carnets, il tenait un journal, mais sous forme de carnet, quelques lignes chaque jour, qu'il a vraiment fait une autre découverte, probablement dans l'église. Et donc, peut-être allait-il au cimetière pour prolonger ce qu'il avait pu trouver dans l'église. Mais surtout, il aurait, je parle au conditionnel, nous y reviendrons demain, parce que c'est un autre des mystères de Rennes-le-Château, il aurait trouvé une dalle funéraire, plus exactement une dalle et une stèle, qui ornait la tombe d'une marquise, qui était la marquise de Rennes-le-Château, Marie de Négridable, qui était morte en 1781, et cette dalle et cette stèle portaient des textes curieux. Or, selon certaines sources, Saunière aurait déchiffré les textes, puis aurait passé la dalle et la stèle au burin, pour que personne ne puisse déchiffrer après. Alors heureusement, on a des spéculations, notamment parce que des archéologues étaient passés par là. On a un dessin. Mais enfin, pourquoi a-t-il détruit la dalle qui portait une inscription bizarre? Et s'il est allé à Paris, pourquoi a-t-il ramené le tableau de Nicolas Poussin, enfin, ou du moins une copie? C'est quand même tout à fait curieux. On s'attendrait plutôt à ce qu'il ramène des tableaux religieux, des tableaux de peintres ayant représenté des scènes de la Bible ou des scènes d'évangile. Donc il aurait ramené une copie de ce tableau qui est si mythique. Donc l'ambiance n'est pas très bonne. Mais ça finit par s'arranger avec les villageois, parce que Béranger Saunière, maintenant, nous sommes tout à fait à la fin du 19e siècle, maintenant qu'il a fait l'église, maintenant qu'il a passé les nuits dans le cimetière, il se lance dans d'autres entreprises. Il a une cinquantaine d'années. Ah oui, il approche des 50 ans. Il est né en 1852. Donc il approche des 50 ans. Et maintenant, il y a autre chose. Parce que Rennes-le-Château est sur un piton, donc il y a un précipice. Et entre l'église et le précipice, et la pique, il y a des terrains vagues. Eh bien, Béranger Saunière va les acheter. Et avec quel argent? Est-ce que c'est le trésor? Est-ce que c'est le trafic? Est-ce que ce sont les messes qu'il n'a jamais dites? Est-ce que ce sont des messes qu'il n'a jamais dites? Est-ce que c'est une rente qu'on lui verse pour ne pas qu'il dise ce qu'il a appris? Toujours est-il qu'il peut acheter et faire construire. L'abbé Saunière, un prêtre particulier qui va faire couler beaucoup d'encre, et pour autant, là, on n'est qu'au début de l'histoire. Alors, ça devient... On est au début de la seconde partie. Oui, ben enfin... Il a restauré l'église, et comme nous le verrons demain, bizarrement. Oui, voilà, mais on n'en est qu'au début. N'oubliez pas, Emmanuel, que le titre de notre émission aujourd'hui, c'est l'histoire de Rennes-le-Château. Et demain, ce sera les mystères. C'est ça, c'est-à-dire les rumeurs et compagnie. Voilà. Alors, ça devient un véritable propriétaire terrien. Oui, c'est ça. Alors, il achète tous les terrains, et il fait bâtir. Alors, il fait bâtir ce que l'on peut encore voir et visiter aujourd'hui, qui s'appelle le domaine de l'abbé Saunière. Donc c'est magnifique, il y a un jet d'eau, on fait bâtir une tour néo-gothique qui servira de bibliothèque, une villa d'apparat, il y a une orangerie, il y a une serre, enfin bon,
On a les moyens. En plus, une fois que tout ça est bien installé, Saunière donne des réceptions. Bon, peut-être pas des gens très très célèbres, mais en tout cas les notabilités du coin. Et pour cela, il commande le rhum directement à la Jamaïque. Ah oui, carrément. Vous Donc, voyez, bon, il y a des services en siècle, cristal. hein. Bon, les tapisseries, c'est du Mucha. Enfin, ça va, quoi. Ça va. Ça va. Et puis, ça dure quelques années, jusqu'au moment où l'évêque, là-bas à Carcassonne, au fond de la vallée, 50 kilomètres au nord, apprend quand même qu'il a un curé un peu particulier, oui. Qui tient une table ouverte, n'est-ce pas, qui invite les copains, open bar. Qui il aurait peut-être un singe. On dit qu'il nourrit les canards à la cuillère. On dit que les langoustes arrivent par caisse entière. Alors, bien entendu, il faut sur tout cela faire la part du feu. Tiendront demain. Mais, même si c'est exagéré, vu du côté du palais de l'évêque, ça fait tâche. C'est clair, oui. Et donc, l'évêque demande des comptes. Eh ben, Béranger Saunière ne les donne pas. Il tergiverse. Oh, non, mais justement, je suis pas libre ce jour-là. Tiens, j'ai un certificat médical. Ah, il se fout Oui, il avait plein de monde. petites combines, etc. Oui. Ça dure plusieurs années. Et puis finalement, l'évêque dit, puisque vous faites le zig, on va vous condamner à une peine disciplinaire, même si vous ne voulez pas venir vous expliquer. D'autant plus que l'évêque s'est aperçu que ce Béranger Saunière-là avait monté des combines sous forme de testament croisé avec Marie d'Énarnaud, sa bonne, dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Ce qui fait qu'à la mort de Béranger Saunière, le domaine, il reviendra pas à l'église. Il reviendra à Marie. C'est Marie d'Énarnaud qui en sera propriétaire. D'accord. Alors donc, en plus, comme on dit en occitan, louche, hein. L'évêque fait un nez de 6 pentes de long. Ah oui, c'est clair. Parce que là... Donc, bref, il finit par être sanctionné. Il est suspendu ad divinis, selon les termes ecclésiastiques. C'est-à-dire, ce qui dit qu'il n'a plus le droit de dire la messe. Et pour toujours. Pour toujours. Jusqu'à ce qu'on lève la suspense. D'accord. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, il est bien aimé à Rennes-le-Château. Il est devenu le bienfaiteur. Donc, il dit la messe dans sa chapelle personnelle, qu'il a installée à côté de la villa, là, dans son domaine. En fait, à l'extérieur. Bien sûr. Quand le curé nommé pour le remplacer vient, il n'y a personne dans l'église. Bien sûr. Et quand le curé dit « je voudrais m'installer au presbytère », la municipalité répond « ah, on regrette, il est loué à un certain monsieur Saunière, le presbytère. Ouais. » Donc le pauvre curé remplaçant, il vient d'en bas, il grimpe le coteau pour dire une messe devant personne, et il repart. Bref. Oui. Un jour de janvier 1917, le 17 exactement, alors qu'il a donc 65 ans, il fait froid. Béranger Saunière sort de sa tour bibliothèque pour regagner le presbytère dans lequel il vit toujours. Parce que la villa, c'est pour l'apparat, c'est pour les réceptions. C'est-à-dire que là, il va marcher pendant 3 minutes, 3-4 minutes dehors. 2-3 minutes. Et là, il fait une attaque d'apoplexie. Il mourra le 22 janvier. On l'enterrera, évidemment, dans le cimetière, au pied de son église. Tout le village défilera. Mais quand même, s'il a fait une attaque, il a agonisé pendant 4 ou 5 jours. Donc on a fait venir du fond de la vallée un curé pour le confesser. Et d'après ce qui se raconte, quand ce curé est sorti, quand Saunière, à l'article de la mort, lui avait tout dit, ce curé était blanc comme un linge, et pas forcément un linge d'église, et il aurait mis quelques jours à s'en remettre. Donc, si Saunière détenait un secret, il l'a confié à ce prêtre à ce moment-là. Ce prêtre, à son tour, n'a rien dit. Donc, si secret il y a, il reste toujours à trouver. Eh bien voilà, mais l'histoire ne s'arrête pas là et vous le savez très bien, c'est pourquoi on se retrouvera demain pour la suite de cette histoire de l'abbé Saunière et de Rennes-le-Château à partir de 13h30. Notez évidemment que cette émission est podcastable sur le site sudradio.fr. À demain, bye bye. 13h30, 14h30, les clés du mystère sur Sud Radio.